J'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de celle que l'on malmène parfois, que l'on sous-estime tant et qui pourtant nous a tant manqué pendant le confinement. Vous me voyez venir, on parle nature ce matin. Le Covid-19 a-t-il changé en profondeur nos envies de nature, d'escapade, de mise au vert? Eh bien, Evan n'a pas perdu de temps ce matin. Il s'offre un bon bol d'air à Liffré en forêt de Rennes. Coucou Evan, sympa ton cadre quand même ce matin. Coucou Anne Fanté, oui, bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous. Et ben voilà, nous sommes en forêt avec nos masques, on respire quand même le grand air avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Mickaël, vous êtes technicien en charge de la biodiversité, c'est ça, à l'ONF? Ouais. Alors vous allez être notre guide pendant toute l'émission, mais avant de commencer, Anne Fanté, j'aimerais bien te poser une petite question, puis à vous aussi à la maison. À votre avis, en Bretagne, est-ce que nous sommes l'une des régions les plus boisées de France ou l'une des moins boisées de France? Alors si tu poses la question, j'imagine qu'on est les moins boisés, la région la moins boisée? Exactement, région la moins boisée, n'est-ce pas? C'est ça, hein, Mickaël? Ouais, pas forcément la moins boisée, mais vraiment des moins boisées. On va être dans le top 3. Ouais. Alors voilà, le paysage des forêts de Bretagne, comment est-ce qu'il se décrit? Alors effectivement, la Bretagne est une grosse façade littorale, elle est surtout connue pour ça, mais au niveau forestier, on est une région qui n'est couverte que par 13-14% de la surface forestière. La moyenne nationale est autour de 30%. Donc on est vraiment une très petite région forestière. Et vous, à l'ONF, vous ne gérez qu'un certain pourcentage de ces forêts, les forêts publiques? On gère les forêts publiques, les forêts des collectivités, les forêts de l'État. Donc on est sur une forêt domaniale, donc qui appartient au domaine privé de l'État. Donc on gère à peu près 35 000 hectares et en Bretagne, il y a à peu près 400 000 hectares de forêt. Donc on gère à peine 10% de la forêt bretonne. Bon alors moi aujourd'hui j'ai mis ma plus belle chemise de bûcheron parce que je me suis dit qu'on allait peut-être aller voir des arbres. Et justement, quelles sont les essences d'arbres que l'on peut côtoyer dans les forêts bretonnes, les plus communes? Les plus communes, en fait ça va dépendre de la richesse du sol. Donc sur une forêt, on va avoir différents types d'arbres. Sur les sols plutôt riches, on va trouver du chêne, du hêtre. Alors, on en a derrière nous. Ouais, et sur les sols les moins riches, on va trouver du pin. Donc ici, c'est vrai qu'on est en hauteur, en forêt de Rennes, il y a un sol qui est peu profond, très acide, on va être plutôt sur du pin sylvestre. D'accord. Mais sur les forêts de feuillus, on va trouver du hêtre avec l'écorce lisse ou du chêne comme celui qui est derrière. C'est un petit peu l'arbre qu'on cherche vraiment dans la sylviculture à favoriser. D'accord. Voilà. Et alors, les missions de l'ONF, ça consiste en quoi exactement? Alors la mission de l'ONF, ça s'appuie sur un triptyque en fait, de missions. Donc à produire du bois, alimenter la filière bois, c'est 400 000 emplois en France, c'est une énergie qu'on sait gérer durablement. L'accueil du public et la protection de la nature. Parce que oui, justement, vous gérez le bois, donc quand on achète une table avec le fameux label PEFC, ça peut venir d'une forêt comme celle de la forêt? Ça peut venir des forêts. Toutes nos forêts sont éco-certifiées. Et vous faites attention à bien produire, exporter la quantité de bois que la forêt... Ah, bien sûr, on est sur un principe de gestion durable. On a un document de gestion de la forêt qui s'appelle un aménagement forestier qui est établi pour une durée de 20 ans. Et c'est un document garant de la gestion durable. C'est-à-dire, en Bretagne, grosso modo, la forêt produit 5 mètres cubes par hectare et par an. Donc on ne peut pas exploiter plus que 5 mètres cubes par hectare et par an. L'objectif est de garder au moins la même surface forestière, voire de l'augmenter. Et le métier de technicien forestier, rapidement, c'est en gros gérer justement cette exploitation? Ouais, c'est ça, c'est mettre en œuvre la gestion forestière. Donc travailler sur ces trois missions que sont la protection, l'accueil et la production, avec des curseurs qui peuvent varier en fonction aussi des différentes forêts. Ici, on est une forêt de Rennes, forêt périurbaine, donc très proche de Rennes, avec une demande sociale assez forte. On est aussi sur la forêt de Rennes, c'est un site Natura 2000. On va en reparler justement de ça tout à l'heure. Justement, on en reparle à la fin de l'émission. Les enjeux de protection, et donc du coup, c'est aussi quelque chose dont on fait très attention ici. Et vous nous donnerez toutes les petites astuces pour bien protéger la forêt. On se retrouve tout à l'heure. Moi, je vais en profiter, même si on est masqué, on peut quand même faire un hug aux arbres. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Allez, à tout à l'heure, Anne Fanté. Bon câlin, San. Alors, mes invités aujourd'hui, Lydie Charpentier, vous êtes présidente du comité Bretagne de la Fédération française de randonnée. Nathalie Barre, vous êtes journaliste agricole. Alors, avant de vous entendre toutes les deux, on va faire un petit point sur les tendances qui se dessinent depuis la fin du confinement. Le confinement entre quatre murs, plus jamais ça. Oh oui, trop dur d'être privé de nature. Le confinement du printemps dernier a plus que jamais donné aux Français des envies de nature.
67% déclarent en avoir ressenti le manque. C'est particulièrement vrai chez les 18-24 ans, dont les 3/4 déclarent vouloir accorder plus de place dans leur vie à la nature. C'est vrai aussi à 63% pour les plus de 65 ans. Se connecter avec le végétal, ça passe par le jardinage. 68% des Français déclarent vouloir cultiver un potager. Et près d'un Français sur 5 émet désormais le souhait de profiter davantage de la nature au quotidien, avec des promenades au parc ou des week-ends au vert. Un Français sur 3 souhaite même quitter la vie urbaine pour la campagne. Très tendance aussi, la sylvothérapie, une approche qui consiste à utiliser les bienfaits d'une immersion en forêt pour se ressourcer. Bref, depuis le confinement, la ville laisse béton. La ville laisse béton, c'est le début d'une nouvelle vie au vert, Lydie Charpentier, pour les Français. Oui, en fait, le confinement a permis de sortir pendant une heure et de découvrir son environnement proche. Et finalement, les gens ont redécouvert qu'il y avait de très jolies choses à voir autour de chez eux, que effectivement moins de bruit, donc on entendait davantage les petits oiseaux. Et je pense, oui, que cette envie de vert est toujours très présente. Et justement, il faut croire que cet été 2020, le bonheur était dans le pré pour bon nombre de Français. Regardez ce chiffre, 129 millions. C'est le nombre de nuitées, tout hébergement confondu, hors littoral et zone urbaine. Un chiffre comptabilisé par le cabinet Pro Tourisme. C'est 7 millions de Français en plus, de nuitées en plus, pardon. Parmi les territoires plébiscités, il y a les Vosges, le Jura, la Dordogne, l'Ardèche, l'Aveyron, la Lozère. C'est un chiffre qui ne vous surprend pas, Nathalie Barbe, vous êtes journaliste agricole. On a toujours eu des gens attirés déjà par l'agrotourisme en fait. Le tourisme rural était là et on voit ce besoin évidemment qui s'est accentué après le confinement. Moi je suis en Bretagne depuis peu. Je vois retourner plus vraiment sur les intérieurs dans les locations. Je voyais dans les locations camping, on se retrouve avec du touriste urbain. Non, c'est pas étonnant qu'il y a. Alors je me tourne à présent vers Marie Leray. Elle est en ligne avec nous. Vous êtes sophrologue, pédagogue dans la reconnexion à la nature. C'est comme si finalement les Bretons auraient découvert l'intérieur de leur terre. Oui, vous m'entendez bien? Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Alors je disais, est-ce que c'était comme si les Bretons redécouvraient l'intérieur des terres? Oui, alors c'est vrai que ce qui m'interpelle, c'est que l'humain, en fait, finalement, sa vie sédentaire est très récente. Il a passé, depuis qu'il existe, l'humain a passé 99,99% de son temps dans la nature. Donc son mode de vie actuel, sédentaire et citadin, est très très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc cette sédentarité, finalement, elle est exceptionnelle. Et le elle confinement est nous finalement ramène. exceptionnelle. Et effectivement, et donc on voit que le naturel revient au galop et que si je puis dire comme ça, que les personnes, dès qu'ils ont besoin, se reconnectent assez facilement à la nature. Alors justement, Pauline Levexier, qui est avec nous depuis Paris, chargée des partenariats chez Chiloé, un média guide spécialisé dans les micro-aventures. Alors l'un des fondateurs est breton, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on est quand même très chauvin dans l'émission. Vous nous proposez de nous évader à côté de chez nous. D'abord, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme micro-aventure ? Alors, bonjour Anne Fontaine, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, une micro-aventure, c'est une expérience à vivre dans la nature, près de chez soi, avec peu de temps, peu d'organisation et peu de moyens. Et qu'est-ce que vous proposez, par exemple, comme micro-aventure bretonne ? Alors, on en a plein. En fait, la Bretagne, bien que ce soit un territoire avec peu de forêts, finalement, ça reste une région qui est très plébiscitée par toute notre communauté. On a plein de micro-aventures, comme une qui est très iconique, qui est le Tour de Belle-Île à pied. Donc, voilà, on prend ses gambettes, on fait 85 km et on fait le tour de l'île. Et Thibaut, d'ailleurs, un des cofondateurs bretons, l'a fait le Nouvel An. On peut le faire à toutes les saisons. On propose également un surf trip sur la presqu'île de Crozon, qui est parfait pour l'automne avec les bonnes conditions de surf qui arrivent. On peut aller pêcher à la mouche dans les monts d'Arrée. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, qui ont envie de prolonger un petit peu l'état d'esprit vacances, on peut aller travailler au bord de l'océan. Il y a une super maison qui fait office de coworking où on peut aller travailler la journée et aller faire du surf ou aller faire un plouf après sa journée de travail.
Alors, s'évader près de chez soi, hein, c'est assez facile. Les charpentiers, je pense que vous êtes d'accord. En Bretagne, il y a plus de 17 600 randonneurs pour 235 clubs. Comment ça s'est passé pour vous au moment du déconfinement? En fait, il y a eu un afflux massif des gens qui voulaient marcher, s'évader au vert? Oui, alors en réalité, en club, non, c'est pas si évident que ça, parce que vous aviez les mesures barrières qui devaient se mettre en place. Et puis, bon, dans les clubs, c'est quand même une population qui est à risque, hein, parce qu'elle est plutôt âgée. Donc, du coup, ça revient doucement. Hein. Par contre, la Fédération des randonnées ne s'occupe pas que des gens, elle n'est pas au service que des gens en club, mais aussi elle est au service de tous les randonneurs. Et on a vu par contre que ceux qui n'étaient pas en club, population plus jeune, avaient envie, eux, de se reconnecter comme je l'entends. Alors en préparant cette émission, vous m'avez dit que le Finistère a fait le plein cet été, c'est assez inédit. Comment ça s'explique? Alors, il a fait le plein en vendant ceci. Là, je vous propose la Bretagne, dont je vous ferai un petit cadeau. Merci. Et effectivement, ils ont vendu beaucoup de topo-guides. Mais effectivement, peut-être que dans un moment où les chaleurs sont fortes, les gens ont envie de fraîcheur. Et puis bon, il faut se dire aussi que le Finistère, c'est quand même, il y a des endroits magnifiques. Et encore méconnus. Et encore méconnus. Donc, on n'est pas du tout étonné que le topo-guide s'est bien vendu dans la région. Mais nous avons aussi un vrai succès avec la Bretagne à pied. Et avez-vous constaté quand même de nouvelles attentes chez les randonneurs en cette rentrée? Est-ce qu'il y avait une réelle prise de conscience de se dire, bon bah maintenant la nature elle est à côté de chez nous, il faut en profiter, on n'en profite pas assez? Oui, évidemment, les gens ont envie. Alors, effectivement, quand vous appartenez à un club, vous avez des valeurs, ne serait-ce que le respect de la nature et cette vie aussi de solidarité, de convivialité. Et ça, je pense qu'il faut maintenant vite se remettre en marche, si je puis dire, parce que nos randonneurs ont besoin de ça. Et ils ont envie de se retrouver. Alors évidemment, il y a les gestes, barrières, il y a toutes ces mesures qui sont en place, mais je crois qu'ils acceptent assez bien parce qu'ils ont ce besoin de se retrouver. Alors justement, je me tourne vers Marie Leray. Quels sont les bienfaits avérés de la nature? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point? Oui, alors bien sûr, de mon point de vue, c'est vrai qu'il y a plein de bienfaits pour la nature. Et globalement, c'est une approche très concrète en fait de se balader dans la nature. Il n'y a pas besoin de chercher des choses compliquées et ça a tout de suite un apport en fait sur la gestion du stress, sur même la détente du corps. En fait, on se sent tout de suite mieux quand on s'adosse à un arbre ou qu'on se balade en forêt. Et ça, je pense que beaucoup de personnes ressentent ce bienfait-là, même en prenant 5 minutes et en allant faire un petit tour en nature. Alors, Pauline Levexier, votre média guide Chilo, il existe depuis 3 ans. Est-ce que, diriez-vous que la crise que nous traversons vous conforte dans cette logique de proposer des voyages d'évasion tout près de chez soi, assez facilement? Oui, tout à fait. Nous, avec le confinement, on a vraiment ressorti, comme ce que vous disiez à travers le petit reportage en début d'émission, qu'il y a eu un vrai manque de la part des Français qui ont ressenti un manque de nature. Et quand il y a eu cette levée du confinement, notamment avec cette limitation des 100 km, nous, on a clairement constaté un engouement sur notre site et sur nos réseaux sociaux de personnes qui étaient à la recherche d'idées d'évasion dans la nature pour aller se ressourcer. Et ça, nous, on l'a clairement senti, oui. Nathalie Barbe, vous me disiez avant cette émission que vous veniez de vous installer à Lorient. Comment vous avez fait pendant le confinement? J'ai eu un confinement très urbain et au milieu du béton. Hein. Donc, on a profité, en fait, j'allais dire, ce confinement, c'était finalement le bien-être du silence. Juste plus de voitures, plus de trains à passer, plus de bruit dans la rue. C'était moins la connexion à la nature parce qu'on en a très peu. Mais c'était juste ce silence, quoi, ce bien-être, ce repos. Et puis prendre le temps de faire les choses aussi. Alors je crois que c'est quelque chose qui va vous intéresser parce que Marie Leray, vous en tant que sophrologue, vous mettez en place des aides pour reconnecter à la nature. Comment vous faites? Comment ça marche? Oui, alors donc il y a effectivement, pour préciser un petit peu plus, il y a de nombreuses démarches. Vous avez cité tout à l'heure la sylvothérapie, des démarches comme ça, également avec les balades en forêt liées à la sophrologie, qui permettent effectivement que les personnes soient un petit peu plus guidées dans leur approche pour en fait cette reconnexion par des petits exercices qui sont assez concrets et simples. Beaucoup d'exercices en fait on propose déjà aux gens de couper leur téléphone et
se déconnecter complètement de leur quotidien. Et on les incite déjà dans un premier temps à marcher en forêt. Et pas mal d'exercices vont aussi permettre d'ouvrir plus ses sens, de ressentir mieux son corps et de un petit peu couper avec le sens du visuel qui est assez prédominant dans notre vie, on va dire, quotidienne. Et du coup, cette ouverture au sens va permettre vraiment à la personne de se reconnecter à elle-même, à son corps, à son ressenti. Ça va permettre également un petit peu de diminuer la surcharge sensorielle et de revenir dans le moment présent, vraiment de faire un break aussi. Donc tout ça, c'est ce qu'on va proposer aux gens par des exercices. En fait, on va proposer des expérimentations. Ça peut être des exercices simplement où les gens sont privés de la vue par un bandeau, ou on peut proposer aux gens de s'adosser contre un arbre et d'observer les modifications de leur respiration. Finalement, ce sont des choses très simples, Marie, que vous nous dites en fait. C'est simple, voilà. Parce qu'on parle de revenir à l'instant présent, d'être davantage en harmonie avec l'environnement. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Lydie Charpentier? C'est des choses qu'on ne faisait plus? Peut-être si, je pense qu'on le faisait, mais peut-être pas de façon très consciente. Je pense qu'aujourd'hui, ce confinement, cette privation, on va dire, parce qu'il y a de la frustration, nous permet de nous dire, ben oui, finalement, l'essentiel, il est peut-être juste là, quoi. Et donc, il faut y aller. Et effectivement, je rebondis sur ce qui est dit. Nous nous orientons aussi sur les randonnées méditatives qui sont aussi dans cet esprit-là. On a un public pour cela. Donc, on a un public aussi pour les plus fragiles qui pourront repartir sur de la santé, la rando santé, c'est moins vite, moins longtemps. On a un public qui a envie de marcher un peu plus pour être plus endurant. Et puis vous le savez, la fédération, c'est une fédération sportive. Alors notre ministère, son slogan, c'est envie de sport. Et nous avons bien sûr des compétitions, et notamment le longe-côte, marche aquatique, qui plaît énormément. Pauline Levexier, avant de nous quitter, il y aura un avant et un après confinement concernant les envies de nature? Nous, on l'a clairement vu, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'assimile plus le fait d'aller dans la nature à une démarche de vacances où on va prendre du temps, où on va partir loin de chez soi, et le fait d'avoir réalisé que c'est accessible et qu'on peut le faire le week-end, même un soir de semaine, qu'en fait, quand on se met dans une disposition finalement d'aventure et une envie de passer plus de temps dans la nature, on peut très facilement mettre des choses en place comme tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Et nous, en tout cas, au-delà de ce que le Covid a fait réaliser cette crise sanitaire, c'est que finalement, il y a aussi des enjeux environnementaux qui sont liés à toutes ces problématiques, et le fait d'aller voyager près de chez soi, ça incite aussi potentiellement à moins prendre l'avion, en tout cas à réfléchir à un mode de consommation et un mode de vie plus simple, peut-être un peu plus responsable, et ça c'est quelque chose. En tout cas, votre message, c'est qu'il est possible de s'évader près de chez soi. Merci beaucoup Pauline Levexier d'avoir été avec nous. Et justement, les envies de nature se glissent de plus en plus dans nos choix de cosmétiques, moins d'additifs et plus de naturel. C'est la tendance consommation du moment, et le marché se développe dans notre région. Regardez ce dossier signé Karine Sévère. Prendre soin de son corps, une quête éternelle de bien-être devenue très lucrative. Le marché de la cosmétique représente 32% du budget des Français contre 9% en 1960. Et désormais, ce qui fonctionne par-dessus tout, c'est la notion de naturalité. Mais pourquoi cette attirance pour les cosmétiques naturels? Apporte-t-il une vraie plus-value ou n'est-ce que mirage? Véronique récolte des algues sur les plages du Finistère depuis plus de 20 ans. Cet après-midi, elle est à la recherche de Fucus vesicule. Ça, j'ai pas le droit. La cueillette des algues est désormais très réglementée pour protéger les ressources. Des ressources très convoitées par divers secteurs industriels. Il y a de plus en plus de sortes d'algues qui sont demandées et qui sont utilisées, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire, pharmacie. Mais le cosmétique, ça représente une bonne partie? Depuis une bonne dizaine d'années, ils en veulent de plus en plus. La cosmétique est en effet devenue le deuxième pôle d'utilisation des algues après l'agroalimentaire. Une filière que la Bretagne a su exploiter avec de nombreuses créations d'entreprises ces 15 dernières années. À l'origine de cette croissance, la découverte scientifique des diverses propriétés de ces actifs marins. Apaisantes, détoxifiantes, stimulantes, leurs vertus sont nombreuses.
Dans les Pays de la Loire, deux frères ont décidé de surfer sur les bienfaits de la naturalité, mais sous une autre forme, la bave d'escargot. Leur élevage, dédié au début à l'alimentation, est devenu une entreprise de cosmétiques très prometteuse. La bave, ça date de l'Antiquité, hein. C'est des remèdes de grand-mère. Donc dans la bave, naturellement, vous avez du collagène, de la lantoïne, de l'élastine, des vitamines et de l'acide glycolique. Tout ça naturellement, hein. Et tout ce qu'il faut pour la peau. C'est en leur chatouillant le pied qu'ils obtiennent cette matière première si précieuse qui sert à fabriquer une gamme de 11 produits, de la crème au savon. C'est vrai que ce n'est pas forcément glamour, hein, bave d'escargot, mais au moins c'est un produit naturel, hein. Il n'y a aucun produit ici de la pétrochimie, on est sur vraiment des produits naturels avec des super résultats. Avec plus de 98% d'ingrédients naturels fabriqués localement et certifiés bio, cette entreprise a mis toutes les chances de son côté pour plaire aux consommateurs. Le côté naturel égale safe, non toxique, égale c'est bien. C'est pas toujours le cas, hein. Il faut être vigilant, c'est pas parce que c'est marqué naturel que c'est bon. Ensuite, il faut regarder dans la liste des ingrédients toujours la quantité de produits naturels qu'il y a dans la formule et regarder les autres produits qui peuvent être complètement inoffensifs tout en n'étant pas naturels. Ensuite, on va désinfecter tout. Mais pour certaines femmes, la confiance envers l'industrie pétrochimique est bel et bien rompue. Pour réaliser un baume à lèvres, on va utiliser 3 ingrédients de base. Un beurre végétal. On va y rajouter de l'huile végétale et je rajoute de la cire d'abeille. Émilie propose des ateliers pour apprendre à fabriquer soi-même ses cosmétiques. Parabènes, triclosan, phénoxyéthanol, nanoparticules, excitent les nombreux additifs dangereux ou controversés. Ici, tout est bio, naturel et à peine transformé. Je fais très attention à ce que je mets dans mon assiette. Donc du coup, je veux faire très attention à ce que je me mets sur le visage et sur la peau d'une manière générale. Et là, ça vous rassure ? Oui, je sais ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs. Ça reste des choses naturelles et je suis de plus en plus attentive aux composants des produits. Et puis ici, aux besoins de sécurité s'ajoute la notion de soin et d'efficacité. Un rouge à lèvres conventionnel, il va être là effectivement pour avoir une bonne tenue, pour faire joli. Il a rarement des propriétés filmogènes, réparatrices, cicatrisantes, avec ce qu'on va pouvoir utiliser en cosmétique maison, en utilisant des huiles végétales, des beurres, qui vont avoir réellement un effet sur les lèvres. Fait soi-même, un rouge à lèvres comme celui-là reste très abordable. Mais dans le commerce, la part d'ingrédients naturels d'un produit est hélas bien souvent proportionnée au prix. Nature et maquillage, c'est donc possible, même avec de la bave d'escargot. On file maintenant retrouver Evan qui est en duplex depuis la forêt de Rennes. Oui, Evan qui aurait dû prendre une autre carte, je pense, pour me repérer dans la forêt de Rennes aujourd'hui, parce que celle-ci, elle est un petit peu large. D'un autre côté, je pense que la meilleure personne pour nous parler de comment profiter de la forêt, c'est vous, Mickaël. Tout à l'heure, vous nous disiez que l'une des 3 missions de l'ONF, c'était l'accueil du public. Oui. Alors, quel type de projet est-ce que vous mettez en place, justement, pour accueillir au mieux le grand public, afin que chacun puisse profiter de ces beaux endroits naturels? Okay. Alors, c'est vrai qu'on est comme sur une forêt périurbaine, il y a une grosse demande. Mais on reste quand même sur de l'accueil du public sobre volontairement. On n'a pas envie que la forêt devienne non plus un grand parc d'attraction. L'objectif est quand même de rester sur une optique milieu naturel. Donc l'accueil du public, ça se réalise surtout par des structures d'accueil, des grands parkings et aussi des chemins de randonnée. Justement, allons-y sur ce chemin de randonnée. Je voyais tout à l'heure ce petit symbole là qu'on voit. Comment est-ce qu'on peut décrypter on les voit souvent, les barres là, ce sont des chemins de petites randonnées. On a à peu près 80 km de sentiers pédestres en forêt de Rennes. On en a 67, je crois, de pistes équestres et à peu près 80 aussi en pistes VTT. Donc ça répond vraiment à une grosse demande du public. Donc là, ça veut dire qu'on ne va pas tout droit, on tourne à gauche. Voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de tourner à gauche pour suivre le sentier. Jusque-là, on maîtrise. Alors, comment est-ce qu'on fait pour justement connaître les sentiers que nous offre la forêt de Rennes, aussi bien, comme vous le disiez, à vélo, à pied ou à cheval? Alors, l'ONF a édité, en partenariat avec Rennes Métropole et l'IFRE Cormier Communauté, des cartes avec tous les sentiers de la forêt de Rennes, que ce soit pédestre, à pied, en vélo, à cheval. Est-ce que vous accueillez aussi des enfants pour les sensibiliser justement à respecter la nature ou juste leur montrer On a un les petits partenariat avec la communauté de communes qui nous envoie quelques classes justement de temps en temps pour travailler avec les élèves. Je pense vraiment le vecteur des enfants est le
plus important aujourd'hui pour éduquer à la protection de la nature. Est-ce que c'est aussi ce qui vous anime au quotidien, le fait de se dire qu'on maintient une forêt aussi pour que tout le monde, petits et grands, puisse en profiter? Ah, bien sûr, on travaille sur un milieu forestier, on est sur un pas de temps 200 ans, le cycle sylvicole c'est à peu près 200 ans, on est au-delà de l'échelle humaine, donc si on ne mise pas tout sur les enfants, je pense qu'on prend des risques. C'est vrai, ici, vous me disiez tout à l'heure, c'est une forêt royale. C'est une ancienne forêt royale, oui, du XVe siècle. On vous en met pas n'importe où dans l'émission. Beaucoup de forêts domaniales, les forêts domaniales sont d'anciennes forêts royales. Ouais. Ça se repère grâce aux structures avec des très grandes allées et des ronds-points, plusieurs branches qui permettaient de suivre la chasse en carrosse en fait, à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a gardé un peu cette structure-là et ces grandes forêts sont des forêts royales. Ouais. Alors justement, quand on vient ici, on peut aussi, surtout dans les semaines qui arrivent, en profiter pour récupérer et cueillir des champignons. Ouais, je vous vois venir. Eh oui, non, mais j'aimerais bien avoir un petit je ne vais pas vous dire mes coins, c'est pas possible. Non, mais effectivement, la forêt accueille 400 000 personnes avec une grosse majorité à l'automne pour le ramassage des champignons. Alors il y a un petit peu de monde au printemps, à la sortie de l'hiver, les gens ont besoin, un peu ce retour à la nature. Mais ici, oui, on a une grosse pression, hein. Tous les habitants de l'Ifrécormier communauté, à peu près 20 000 personnes. Touraine, hein, c'est 400 000 personnes. De cèpes. Ouais, de cèpes de Bordeaux, de girolles, de chanterelles, de pieds de mouton. Effectivement, il y a une grosse pression. C'est aussi pour ça que, pour éviter l'impact sur la ressource, on interdit le ramassage des champignons les mardis et jeudis en forêt domaniale. Justement pour préserver cette biodiversité sur ce site qui est pour une partie classée Natura 2000. Ouais, c'est ça. On va en parler dans quelques minutes justement, on vous donne rendez-vous, on va aller dans un autre petit coin de la forêt pour vous faire visiter en même temps et puis on vous donnera toutes les astuces pour justement préserver cette belle ressource naturelle. Donc revenez nous voir tout à l'heure et nous on va aller continuer à se promener un petit peu sans ma carte cette fois-ci. À tout à l'heure Evan, et nous aussi on continue notre évasion au vert mais cette fois côté emploi, coup de projecteur ce matin sur le métier de technicien forestier. Sont-ils vraiment des hommes des bois? Réponse tout de suite. Je m'appelle Stéphane Guibert, j'ai 49 ans et je suis actuellement technicien forestier dans une coopérative forestière. Je fais ce métier depuis un peu plus de 22 ans. Naturellement, je me suis orienté très tôt vers la forêt et vers les métiers qu'elle offrait. Pourquoi ce métier et pas un autre? Bon, c'est vrai qu'il y a, il y a peut-être une part de mystère, je ne sais pas, mais j'ai été très vite attiré par la nature. Alors, le métier de technicien forestier consiste à gérer la forêt. On s'occupe des arbres, de la semence ou du plant, du jeune plant, jusqu'à l'âge adulte. Le rôle du technicien forestier aujourd'hui est multiple. Ce n'est pas uniquement le jardinier de la forêt. C'est quelqu'un qui se remet quotidiennement en question dans ses pratiques, dans la gestion de la forêt, pour pouvoir évoluer aussi compte tenu des enjeux environnementaux, climatiques également. On travaille souvent seul, mais il faut interpréter plutôt cette solitude comme de l'autonomie, une grande autonomie dans notre métier. Ce qui est sympa, mais aussi surprenant des fois, c'est que dans la forêt, eh bien, en marchant, on peut tomber par exemple sur un lièvre qui était gîté et puis qui va partir au dernier moment. On a certains oiseaux comme ça, comme la bécasse, qui fait ça. Donc du coup, des fois, on fait quelques sursauts. Voilà pour ce portrait. Cédric Troidec est avec nous. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école agricole Le Niveau à Lopérec dans le Finistère. Alors vous allez nous aiguiller sur l'offre de formation pour devenir technicien forestier. Tout à l'heure, je parlais d'hommes des bois. J'ai fait exprès d'utiliser ce cliché qui était tant attendu. Est-ce que la proportion des femmes augmente dans cette profession ? Alors, pas tout à fait, non. Bonjour à tous. Donc, l'école du Niveau, on accueille une 50aine de jeunes en BTS gestion forestière. Et cette année, pour la rentrée, nous aurons 2 jeunes filles sur la promo. Donc, encore un métier bien masculinisé. Alors, on l'a vu, hein, c'est un travail en extérieur. Est-ce qu'on peut parler d'un travail physique qui demande une condition physique particulière ?
Oui, oui, c'est un travail physique et sous toutes conditions. On a eu un hiver très pluvieux et il fallait aller dehors tous les jours. Et donc, c'est important, dès le départ de la formation, de bien le comprendre. Et quelles sont aujourd'hui les différentes voies qui permettent de devenir technicien forestier? Alors, on peut arriver en BTS gestion forestière après un bac général, si on a envie d'aventure, si on a envie d'aller vers la nature, ou après un bac pro sur les travaux forestiers, qu'on a aussi également à l'école du Nivot. Alors, votre établissement se situe en plein cœur du parc naturel régional d'Armorique. Les élèves sont donc en situation. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qu'ils apprennent pendant ces années-là? Eh ben, toute la gamme, la particularité de l'école, c'est que nous avons 250 hectares de massifs forestiers en propre. C'est-à-dire que la proximité, justement, du champ d'application, les élèves ont simplement à mettre leurs bottes et se trouvent sur leur lieu d'application. Donc, ils vont apprendre à reconnaître les arbres, c'est la base, à faire des relevés Ah, nous avons perdu la pédologiques, liaison. reconnaître les sols, et puis tout ce qui est... C'est encore un peu saccadé, on vous entend par à-coups. Ah, bon, bah, c'est que nous sommes au milieu de la forêt. Donc je disais, où est-ce qu'on peut exercer quand on devient technicien forestier? On pense forcément à l'Office national des forêts, mais j'imagine que ce n'est pas le seul débouché. Il y a le parallèle pour les forêts privées, et donc c'est le CRPF, donc qui va constituer un bon débouché pour nos étudiants du BTS gestion forestière. Et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière pour finir? Alors on peut créer sa propre structure, et puis après on peut devenir aussi expert forestier, donc faire de l'expertise pour différents clients, pour différentes coopératives. Lydie Charpentier, je me tourne vers vous. Vous connaissez bien les techniciens forestiers, j'imagine, avec la Fédération française de randonnée? Oui, eh ben, ce sont des gens que les baliseurs, nos baliseurs, j'ai vu le balisage tout à l'heure en jaune, ce sont nos baliseurs qui les rencontrent évidemment. Hein, ce sont des gens qui travaillent sur le terrain, donc ils travaillent avec eux, oui, bien sûr. Merci beaucoup Tristan Troidec d'avoir été avec nous, Cédric Troidec, pardon, d'avoir été avec nous depuis votre école. Avant de refermer notre rubrique emploi, on va regarder notre conseil du jour. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Un CV, c'est 1 ou 2 pages. Un recruteur passe en moyenne 34 secondes sur un CV. Alors 2 pages, c'est le grand maximum. Et uniquement pour les carrières longues. Peu d'expérience, 20 ans dans la même boîte ou métier très spécialisé, votre CV tient en 1 page, c'est normal et suffisant. En revanche, si votre longue carrière a connu des évolutions et des reconversions, l'important est de mettre en avant les expériences qui répondent aux exigences de l'offre d'emploi. Pour gagner en efficacité, vous pouvez organiser le CV par compétences plutôt que de manière chronologique, avec des titres clairs. Le recruteur saura tout de suite ce que vous savez faire. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Vous le savez, hein, dans votre émission, on vous donne chaque jour des bons plans, des idées et des astuces. Et parfois, on fait aussi des recommandations télé sur notre chaîne, bien évidemment. Le 14 septembre, soirée spéciale sur France 3. Faut-il désobéir pour créer le nouveau monde? Vaste sujet, mais les exemples sont très nombreux dans notre région. À cette occasion, ici en Bretagne, vous aurez la chance de découvrir l'excellent documentaire Agriculteurs sous tension, l'omerta française de Nathalie Barbe, ici présente. Une enquête inédite qui retrace le combat d'agriculteurs qui, depuis 30 ans, dénoncent l'impact des rayons électromagnétiques sur leurs animaux. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. On a été remis en question, on a eu des problèmes de cellules. Mortalité des veaux, 48 veaux en 1 an. Enfin, on faisait venir le vétérinaire et les veaux crevaient à côté, mais c'était pas grave, ils trouvaient pas, c'était des problèmes pulmonaires, soi-disant. On était au bout du gouffre, on pouvait plus payer. Donc, quand les huissiers arrivent avec un serrurier et tout un tas de... Je peux vous dire que les enfants, ils pleurent. Hein, donc, attendez pas à ce moment-là, c'est très dur à vivre. Moi, je peux vous dire aussi qu'on avait le projet d'avoir un 3e. Mon bébé bougeait tout le temps dans mon ventre, me donnait des coups. Et quand j'ai été voir le gynécologue, il m'a dit, il y a un problème. Donc, le temps qu'il fasse les examens et qu'il aille au congrès des gynécologistes à Paris, il en a parlé à ses confrères qui ont dit « mais on le sait, il y a le problème à Paris. Les antennes, l'électricité partout, il y en a partout. »
Mais c'est pas prouvé, il n'y a rien. On ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant, qu'on était dans l'ignorance de ce problème. Donc aujourd'hui, puisque maintenant on sait, il faut diffuser. Il faut que cette problématique, je pense, devienne une cause nationale. Et vu ce que les gens ont vécu là, je trouve aujourd'hui qu'il faut aider ces gens-là parce que quand on est dans la merde, ça va très vite. Je sais qu'il y a des personnes ici qui viennent de loin, je suis très content. Et le combat, on va le continuer. N'inquiétez pas. Nathalie Baird, ce que vous dévoilez tout au long de votre enquête, ce sont des femmes et des hommes qui ont tout perdu, leurs exploitations, parfois leurs bêtes et des enfants. Pourquoi il a fallu 30 ans pour que la parole se libère ? C'est la question que je leur ai posée en premier. Je me suis demandé pourquoi pendant 30 ans, cette affaire de santé animale et puis d'environnement, on est dans une émission qui est connectée à la nature, la question d'un environnement sain, elle se pose aussi dans ce combat-là. On m'a répondu le manque de solidarité dans le milieu agricole, d'abord. Ensuite, c'est un problème qui est tellement complexe, qui est tellement difficile à définir. On n'a pas d'études scientifiques pour valider l'hypothèse des éleveurs. C'est-à-dire que eux, dans leur quotidien d'observateurs, parce qu'ils observent la nature, ils observent l'animal, ils sont capables de voir ce qui est en train de changer sur l'élevage. Et le point de changement, le bascule, il est connecté au moment où on a planté une antenne relais à côté de chez eux, où la ligne haute tension a été aussi érigée sur la ferme. On a des connexions qui se font comme ça et qui pour eux peuvent expliquer le bascule du troupeau dans la maladie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à établir un lien de cause à effet ? Les études. C'est les études scientifiques. Pour l'instant, aucune n'a validé ce lien de causalité entre la maladie des animaux sur les fermes et la proximité d'un ouvrage électrique éolien ou de téléphonie mobile. Alors, tous les agriculteurs que vous avez rencontrés mettent en cause un lobby électrique organisé. De quoi parle-t-il précisément ? Ce lobby, c'est même le mot de leur avocat, François Laforgue, parce qu'il le compare au lobby de l'amiante, des industriels de l'amiante. Il a fait ce parallèle parce qu'on a le même mécanisme d'enfermement de la parole des éleveurs. On les a décrédibilisés, on les a brisés, on leur a dit « vous êtes des mauvais éleveurs, vous n'êtes pas des scientifiques, si vos animaux sont malades, c'est parce que vous ne savez pas bien mener votre exploitation agricole ». Et de qui parle-t-on concrètement ? Il y a 30 ans, les premiers éleveurs qui ont commencé à dénoncer ces nuisances électromagnétiques parlaient de EDF, parlaient de RTE, donc qui est la filiale d'EDF pour le transport de la très haute tension. Aujourd'hui, on a d'autres filiales, c'est Enedis pour la basse tension. On est aussi confronté aux opérateurs éoliens et puis à la téléphonie mobile. Donc on a vraiment toute une palette d'opérateurs aujourd'hui qui est concernée. Dernière question, il nous reste quelques secondes. Votre film se termine avec l'idée d'une action judiciaire menée collectivement par ces agriculteurs. Où en sont-ils aujourd'hui ? Il y aura 5 assignations déposées ce mois-ci par l'avocat. Voilà. En tout cas, ne ratez pas ce documentaire, un excellent agriculteur sous tension, l'Omerta française. Il sera diffusé lundi 14 septembre sur France 3 Bretagne en fin de soirée. Bon, on va quand même aller prendre l'air avant de se quitter, si vous voulez bien. On va retrouver Evan en forêt de Rennes à Liffré. Et oui, moi depuis ce matin, j'adore, on respire le grand air, c'est trop bien. Mickaël, tout à l'heure on parlait que cette forêt de Rennes, elle est classée Natura 2000. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors Natura 2000, ça veut dire qu'elle appartient à un site de réseau de sites européens dans lesquels on associe à la fois la protection de la biodiversité et toutes les activités socio-économiques, culturelles, sportives qui peuvent avoir lieu dans ce site-là. Donc c'est vraiment une notion d'équilibre entre la protection et les usages. Il y a d'autres sites Natura 2000 en Bretagne Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a 80 sites, une cinquantaine de sites terrestres, une trentaine de sites marins, je crois. Bon, et alors on expliquait aussi en début d'émission que l'une des missions de l'ONF, c'est d'exploiter cette forêt pour en faire du bois. Oui. Mais quand vous le faites toujours dans le respect de la biodiversité. Bien sûr, on a une politique environnementale avec des prescriptions environnementales qui respectent à la fois les espèces rares ou sensibles par des restrictions de travaux pendant les périodes de reproduction, la protection des mares, la protection des blaireautières, la traversée de ruisseaux, les zones humides. Voilà, on a tout un panel, on a 150 prescriptions qui permettent de prendre en compte la biodiversité. On voyait tout à l'heure quand vous décidez qu'un arbre va pouvoir être coupé pour être exploité, il est marqué et des fois vous en gardez aussi des arbres morts juste parce qu'ils sont habités, c'est ça ? On a des arbres morts. La gestion forestière
exploitent les arbres un petit peu précocement par rapport à leur durée de vie un peu théorique. Donc c'est vrai qu'on manque un peu de bois mort, donc on laisse des îlots de sénescence, par exemple des arbres qu'on va laisser mourir sur pied. On marque certains qui ont un trou de pique, une fente, une écorce décollée pour les chauves-souris. Donc on a toute une politique environnementale, effectivement. Je vous arrête, mais là-bas, regardez un petit peu, il y a un sapin. Alors est-ce que vous en faites pas des sapins de Noël? Non, on pourrait. Assez peu. Les sapins de Noël sont plutôt issus de pépinières, en fait. Oui. Bon, plus sérieusement, comment est-ce que nous, citoyens lambda, j'ai envie de dire grand public, on peut aussi participer à sauvegarder cette forêt? Alors par des gestes très très simples, hein. Déjà ne pas fumer en forêt, par exemple, éviter de sortir des sentiers battus, ne pas déranger la faune. Demander à l'ONF quand il y a un doute. Hein. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que les gens prennent vraiment conscience qu'aujourd'hui, la forêt va répondre à beaucoup des soucis environnementaux de notre époque, hein, que ce soit le réchauffement climatique, le stockage du carbone. Les forêts jouent beaucoup pour la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'accueil de la biodiversité. On a perdu 30% des oiseaux en forêt, on n'est plutôt qu'à 3, donc ça réagit un peu mieux en forêt. Voilà, il y a beaucoup de... Il y a des nouveaux projets de création parce que justement ça absorbe le CO2 à l'entrée des villes, par exemple. Ouais, alors il y a des projets de création, il y a des politiques forestières à l'échelle régionale, mais on a aussi une forêt qui grandit. Hein. La forêt française, elle a doublé de surface en 200 ans. Et aujourd'hui, en Bretagne, par exemple, elle a pris 50% de sa surface depuis les années 80, essentiellement lié à la déprise agricole. D'accord, c'est des bonnes nouvelles quand on entend parler de déforestation l'heure de journée, quand même. On est sur de la jeune forêt aujourd'hui, parce qu'une forêt, c'est vrai que ça s'évalue à l'échelle de plusieurs siècles, mais on est sur de la jeune forêt, effectivement. On a un bon espoir que ces zones en friche agricole aujourd'hui deviennent des vraies forêts plus tard. Donc justement, on termine cette émission par une note d'espoir. J'espère. Il faut y croire, bien sûr. Exactement, on y croit. Et puis surtout, j'espère que vous aurez, comme nous, très envie de venir visiter les forêts de l'ONF. Toutes les forêts en général. C'est celle-ci votre préférée? Oh, j'ai pas de préférence, je ne peux pas. Moi, je travaille à l'échelle de la Bretagne. Bon, alors, c'est toute la Bretagne est ma région préférée. Mais... Voilà, et bien nous aussi. Allez, ce sera le mot de la fin. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain pour vous faire découvrir encore de belles initiatives en Bretagne. Bon, par contre, Evan, la prochaine fois, tu penseras aux chaussures de rando, parce que tu as pensé à la chemise de bûcheron, mais quand même, les chaussures de rando, c'est important quand on fait de la randonnée. Bah oui. Oui, c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Nathalie Barbe et Lydie Charpentier d'avoir été nos fils rouges tout au long de cette émission. Au menu, demain d'Ensemble c'est mieux, on parlera sport. Le confinement a-t-il changé durablement la donne? À suivre dans quelques minutes votre journal régional. Nous, on se dit à demain, 10h45 sur France 3 Bretagne. Soyez au rendez-vous. Très belle journée à toutes et à tous.